questions, chers amis. Une parole par personne. On vous écoute, monsieur. Levez-vous comme ça pour pouvoir intervenir. Monsieur, on vous écoute. Bien, bonsoir Cédric. Moi je vais pas avoir une question sur le domaine technique. Je suis dans une boîte technique informatique Renovas qui est connue. Donc c'est un peu mon cœur de métier. Et moi c'est une question plutôt qui me tarote, qui est au niveau du temps qu'on a considérablement perdu en Europe sur les data, sur le numérique. Tout à l'heure vous avez dit, c'est une réalité, qu'il y a deux zones qui dominent le monde aujourd'hui pour créer tous ces outils. C'est la Chine qui a très tôt vu arriver cette transformation et qui s'est préservée avec un grand protectionnisme avec tous leurs outils. Et puis nous, les Européens, on n'utilise que des outils qui viennent des États-Unis. Et aujourd'hui, il y a des expérimentations comme quoi un peu hautes, mais qui restent très locales. Je ne vois pas, malgré toute votre volonté, votre passion et au niveau politique, et la concrète, effectivement, il y a des sujets environnementaux hauts, on parle aussi de social. Aujourd'hui, vous utilisez tous ces applications, oui ou non, pour commander des produits, c'est des applications sur Google ou autres. Et toutes ces données, ou sur Facebook, et toutes ces données, elles nous échappent. Alors, on va beau mettre des barrières et vouloir taxer ces GAFAM, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et je vois pas les moyens, l'envie et encore une fois la stratégie qui est mise au point dans un horizon de 5 à 10 ans, parce que c'est l'horizon qui nous faut donner, sinon la guerre sera déjà perdue. Merci. Une femme peut-être dans la salle? Voilà, il y a quelques mains levées féminines. Je ne vais pas utiliser cet argument. Juste au préalable, je trouve qu'on n'est pas sur Twitter et que c'est très bien qu'on ait un peu le temps d'échanger et de discuter pour une fois un peu en longueur. Et je ne vois pas pourquoi tout le monde hurle quand on prend un peu le temps de développer sa pensée. C'est pas indigne de développer sa pensée. Voilà. Juste, non, on est dans un débat, monsieur. Voilà. Et puis, alors juste un petit mot en préambule. Moi, je me définis comme un chimpanzé du futur. C'est-à-dire que je refuse à la fois de devenir un humain augmenté par l'hybridation avec la machine, mais aussi un humain diminué à force d'avoir trop délégué à cette prothèse électronique. Et je trouve que c'est un sujet important. Vous avez dit, monsieur Villani, que les machines n'ont pas besoin d'intelligence pour réaliser beaucoup de choses, beaucoup de tâches. C'est sans doute vrai, mais il faut dire en face que nous, les humains, nous avons besoin de réaliser ces choses pour nous rendre intelligents. Tout ce que nous déléguons aux machines nous ampute de nos propres capacités. Et ce n'est pas un mince sujet. Je trouve, moi, qu'il est personnellement humiliant de demander à Alexa ou à je ne sais pas quel autre machin artificiel de faire les choses à ma place. Et je trouve que ça modifie l'humanité d'une façon qui nous concerne tous, et on devrait en débattre un peu plus, premièrement. Deuxièmement, je ne reviens pas sur l'écologie, mais je voudrais juste dire aux mathématiciens que vous savez comme moi qu'il y a la question de la valeur relative et de la valeur absolue. Certes, les machines vont peut-être être individuellement plus économes, mais si on en met plus partout avec l'effet rebond, à la fin, on consomme plus d'énergie. Et j'ai appris récemment que les chercheurs américains ont montré que des réseaux de neurones, donc pour les systèmes d'IA, émettent autant de CO2 qu'une voiture durant toute sa vie quand on les entraîne. On entraîne ces réseaux de neurones, ça émet autant de CO2 qu'une voiture. Donc on va avoir un gros problème. Et je pense que si réellement on ne veut pas mentir aux gens et que la réalité climatique et écologique est vraiment catastrophique, alors je suis désolée de dire que nous, en tant qu'humains, nous avons la responsabilité de tout arrêter. C'est tout. Parce que c'est mathématique, si j'ose dire, n'est-ce pas? Et la dernière point que je voudrais poser, c'est pas long, calmez-vous, c'est que en fait, parce que derrière moi, il crie des choses pas sympas. J'ai juste une question à poser. Aux démocrates que vous êtes et aux élus que vous êtes, je pense que ça vous intéresse avec votre mandat, est-ce qu'il est légitime de bouleverser nos vies complètement à ce point en profondeur sans jamais nous consulter? Je ne parle pas de poser des cadres, ou des normes, ou des labels, mais est-ce que c'est cette société-là que nous voulons ou pas? Et cette question-là, on ne nous la pose jamais. J'ai une question juste à poser.
est-ce que c'est souveraineté des recherches sur l'intelligence artificielle que les États-Unis ou alors la Chine sont en train de faire, est-ce que ça risque de nous ramener vers une sorte d'une guerre froide entre les pays? Et vous n'avez pas remarqué non plus la Russie, est-ce que la Russie est dans les loups dans ses recherches sur l'intelligence artificielle, et si on risque d'arriver vers une guerre froide de recherche ou des attaques ou voilà, le développement sur l'intelligence artificielle, c'est quoi la manière de l'éviter? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dès aujourd'hui pour éviter d'arriver à une guerre froide? Bonsoir, merci à toutes et à tous. Je suis né douteux, je continue à l'être et je n'ai pas fini de l'être. Quand j'étais petit, je posais tout le temps à mes parents la question pourquoi, et ils me disaient, quand ils ne savaient pas répondre, on ne dit pas pourquoi, on dit comment. Donc, je suis né en plein Grenoble, monté à Paris, comme on dit, faire mes études dans une grande école, donc rencontrer M. Grothendieck sur le campus d'Orsay, en sabot, voilà, et je suis arrivé en plein milieu, post-68 tard, dans le milieu Charrietto, première figure et tout ça, et le retour à la terre, pour me situer là-dedans. Et après, je suis revenu, j'ai eu la chance, la malchance, ça dépendra de qui veut, dans un labo de recherche au CNRS ici. Puis, maintenant à la retraite, je fais partie d'un certain nombre d'associations, et je parle toujours en mon nom propre, sans jamais en mon nom propre. Alors j'aurai deux questions et j'en choisirai qu'une. L'une, ça serait effectivement sur l'intelligence artificielle et les statistiques et tout ça. Mais celle-là, je ne la poserai pas. Je poserai donc la question politique. Il fut un temps éloigné. Non, mais je vais la préciser la question. La question est, il fut un temps où en URSS, on avait ce qu'on appelait le plan quinquennal. Puis, sous l'époque gaulliste, il y avait aussi un commissariat au plan. Tout ça, c'était du temps où il y avait de la durée de vie, et on a oublié tout ça. Maintenant, on fait des élections tous les 2 jours. Donc, comment on s'organise? La question. Comment on peut articuler les choix politiques individuels, collectifs, mondiaux de cette façon? Voilà. Donc, à l'heure des élections, comment faire avancer le chemin? Ah ben ça va du coup, hein. C'était bien, Paris. Alors, bonjour Monsieur Delali. Ma question porte sur les effets de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Vous avez donné le cas de l'agriculture, donc avec des robots pour aider les agriculteurs, mais moi, en tant que jeune aussi, je m'inquiète un peu, est-ce qu'à l'avenir, nous les jeunes, ce sera les robots qui vont nous piquer nos emplois? Voilà. Je vais directement à la question, elle est très simple. Que peut l'intelligence artificielle face à un danger qui, à mon avis, est énorme, qui est la croissance exponentielle de la population sur notre Terre? Oui, et moi je voudrais savoir, monsieur, si on peut développer un logiciel pour éviter qu'on consomme 2 fois les ressources que la Terre peut nous produire par an. Merci. Merci. Allez-y, madame, merci. Je n'ai pas bien compris ce que vous entendiez par souveraineté. Est-ce que c'est souveraineté de l'algorithme, des données qui vont être entrées ou de l'interprétation? Et je voudrais savoir comment on peut éviter le biais de l'algorithme. Et est-ce que dans ce domaine-là, est-ce que dans votre système, vous avez imaginé que l'algorithme puisse être auditionné par un groupe général, et est-ce qu'on pourrait exiger Europe que les algorithmes américains et chinois le soient? Qui
question. Comment peut-on utiliser les mathématiques pour résoudre les problèmes climatiques grâce à l'IA dans le futur? Et deuxième petite question, pourquoi les araignées? Bonjour, ma question est simple. J'ai regardé ce qui se passe en Chine avec le développement des algorithmes et puis le contrôle de la population. Maintenant, les gens sont notés sur tout et on les contrôle. Comment nous, en Europe, on va éviter ce type de contrôle avec des garde-fous juridiques? Parce que l'évolution de la Chine, le contrôle total de la population, c'est quand même inquiétant. Bonjour déjà, bonsoir, merci d'être là. Et donc la question porte, donc vous avez commencé à aborder le sujet sur l'IA et la médecine. Donc aujourd'hui dans les territoires ruraux éloignés c'est un peu compliqué, donc ma question ce serait est-ce que l'IA peut résoudre ce problème et si oui, comment? La dernière. Bonjour, merci pour votre intervention. Ma question est très simple. Au vu du fait que la plupart des boîtes qui font l'intelligence artificielle entraînent leurs algorithmes à l'étranger dans le cloud, et que ce cloud est parfois à l'étranger dans des pays qui utilisent du charbon pour produire de l'électricité, est-ce que La République En Marche, est-ce que vous, en tant que député, ou est-ce que d'autres députés de votre bord, envisagent de mettre une taxe carbone sur l'électricité utilisée pour entraîner ces algorithmes? Et je vous dis en tant que citoyen et chercheurs en intelligence artificielle, s'il vous plaît, faites-le. D'abord la question sur l'Europe qui a du mal à se réveiller dans le domaine. C'est pas un scoop, les décisions européennes, ça prend du temps. Aussi parce que contrairement à ce qui se dit, c'est un système qui est plein de mécanismes démocratiques. Avant que tout soit aligné et que les décisions se prennent, il faut beaucoup de temps. Les données, c'est précisément un des sujets sur lesquels on peut avoir l'impression que ça a fonctionné de façon efficace. Le règlement général de protection des données n'est pas venu d'initiative de la Commission européenne ou des Nations. Au début, c'était une initiative qui émanait des Verts allemands, du Parlement européen, et qui s'est imposée finalement à toute l'Union européenne, avec des protections sur les données personnelles importantes, des amendes très fortes pour du profilage ou du fichage non autorisé, et dont on est très fier. Mais ça ne serait pas arrivé sans le scandale Snowden. Quand est arrivé le scandale Edward Snowden, on s'est rendu compte que la surveillance de masse était une possibilité, s'est bien rendu compte de la puissance des mécanismes d'observation et d'espionnage et tout ce qu'on veut, et l'Europe s'est réveillée, les discussions justement sur le règlement des données étaient embourbées, et là, elles ont repris. De façon générale, c'est le plan et le destin de l'Europe que d'arriver à s'unir, à se prendre en main pour peser au niveau mondial sur des questions majeures comme développement algorithmique, oui, utilisation des données, oui, bilan énergétique, oui, mais environnement en général. C'est très clair. L'Europe est le continent dans lequel la conscience environnementale est la plus aiguë. Si l'Europe ne parvient pas à s'unir pour faire entendre sa voix d'une façon qui pèse, ce sera la porte ouverte à des comportements qui, dans la plupart
des pays du monde sont bien pires que ce qui se passe en Europe en termes d'impact environnemental. Et sur tous ces sujets où on a besoin de faire les choses en grand, c'est un enjeu vital, la construction de l'Europe. La question sur le chimpanzé du futur. Il y a une image, il y a eu une époque où on considérait les chimpanzés et les grands singes comme des êtres inférieurs, et une époque maintenant où on se rend compte à quel point ils sont proches, précieux, et à quel point ce sera une tragédie s'ils disparaissent, comme pour l'instant c'est encore le danger qui guette, en particulier gorilles et orang-outans. Il est vrai que toute évolution de technologie s'accompagne d'une perte de savoir-faire. Le débat n'est pas nouveau, il a lieu depuis des millénaires. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs certainement nous considéreraient comme des versions dégénérées de l'espèce, incapables de chasser dans la nature. Et je dis ça même pas sans blaguer. Même sans blaguer. Si vous voulez toute négation, ça va pas. Bon. Le débat était vif encore il y a 2500 ans ou quelque chose comme ça, du temps de Socrate, quand la généralisation de l'écriture arrive, et que Socrate prend position contre la généralisation de l'écriture, en disant, avec l'écriture, nous aurons moins de mémoire, nous aurons plus de mal à communiquer pour de vrai les uns avec les autres, parce que la communication, ça se fait en face à face et en parole, et de façon adaptée à l'auditoire. Et puis nous perdrons l'habitude de raisonner par nous-mêmes pour découvrir les choses. Ben, ce n'est pas faux. On a trouvé d'autres avantages cependant dans l'écriture. Est-ce qu'on avait le choix? Je pense qu'une société qui aurait dit on va interdire l'écriture avait aucune chance. Elle se serait généralisée de toute façon parce que ça venait, c'était un changement culturel qui s'est imposé à tout le monde, qui n'a pas été planifié, et ça se voit d'ailleurs dans le fait qu'il se soit développé à travers le monde tant de façons d'écrire et tant de langues différentes. Il est vrai qu'il y a dans ces tâches, dans ces habitudes qu'on perd, des choses qu'on perd sans regret et d'autres qu'on perd avec regret. Et ça dépend aussi des personnes. Certains vous diront, qu'est-ce qu'on a perdu en laissant de côté la calligraphie à l'ancienne, telle qu'on faisait au Moyen-Âge? Et d'autres diront, pourquoi on s'embêtait à ça, c'était terrible avant l'imprimerie, on devait passer tant et tant d'heures à copier. Il viendra le moment où, avec le développement des voitures autonomes, on n'aura plus besoin de conduire, et certainement, si le grand crash environnemental n'a pas lieu avant ça, et certainement le moment où il sera interdit de conduire son véhicule. Et certains diront, c'est un scandale, on a perdu le plaisir de la conduite, c'est déjà quelque chose qu'on entend dans les débats sur la voiture autonome. Et d'autres diront, bon débarras, conduire, franchement, c'était pas un truc gratifiant, on avait de la culpabilité chez vous pour vous, etc. Et puis, il y a aussi le débat par rapport à notre façon de penser. Et vraiment, des trucs du genre, si on laisse toujours l'algorithme choisir la musique qu'on va écouter, on ne va pas perdre notre capacité de découvrir par nous-mêmes. Si on a des documents qui sont préécrits, perdre l'habitude de rédiger, etc. Et il y a quelques jours, j'assistais à une conférence de José Sahel, l'un des plus grands spécialistes de la vision du monde, et qui disait attention, et qui nous vient d'exposer sur l'IA avec la vision, très bel exposé. Il disait voilà, ça va venir avec toutes sortes de nouvelles facultés de détection pour faire le diagnostic automatique. Ça bouleversera le problème du diagnostic dans des pays où il n'y a pas assez de médecins oculistes. Et pour autant, il faut être attentif à ne pas perdre le savoir-faire de l'identification de la maladie, celui qu'on apprend péniblement dans les écoles de médecine. Trouver un équilibre
entre les deux. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. De notre côté, il y a des savoir-faire, des tâches qu'on va abandonner sans regret. J'ai pas de problème à imaginer un monde dans lequel il n'y aura plus de je dis sans nuance péjorative, comment on appelle ça, de caissier. Pas de problème à imaginer un monde comme ça. Pardon? Prenez votre appareil, vous le mettez là-dessus, tac, c'est automatiquement connecté et vous continuez. C'est un métier difficile et assez dur et traumatisant, physiquement parlant, qu'ici. Pour ce qui est, il y a un exemple tout à l'heure, le jeune homme à côté parlait de la question des robots qui désherbent. Et ce sont des métiers, ce sont des fonctions désherbage à la main ou être dans les champs en général tellement délicates qu'en pratique, nos agriculteurs ont le plus grand monde à recruter suffisamment de monde pour faire les récoltes. Ça dépend de l'endroit, je vous garantis. Ça dépend quelle agriculture, ça dépend quelle surface. Globalement, et si on fait le bilan à travers toute la France, pour les paris sans problème, on trouvera qu'il en manque. S'il vous plaît, on laisse intervenir Cédric. J'aime bien que vous parliez des fraises parce que sur le plateau de Saclay, précisément, il y a eu une époque où c'était la très grande production et où les camions entiers de fraises partaient de Bièvre et de Vaux-Allan. Mais aujourd'hui, précisément, on a du mal à trouver la main-d'œuvre aujourd'hui à Bièvre et à Vaux-Allan pour maintenir les récoltes. Et personne ne veut être esclave. Mais vous l'avez bien dit, personne ne veut être esclave, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cela, il y a aussi une façon. S'il vous plaît, monsieur Villani vous a on va en discuter après. Mais là, vous m'interrogez, je réponds. Il y a plein de métiers qui sont jugés comme pénibles et pour lesquels on a du mal à recruter, pour lesquels on sera heureux d'avoir des remplacements. Et heureux aussi d'avoir des personnes qui fassent le rôle de supervision, qui s'occupent de la stratégie, qui laissent la machine agir. De la même façon aussi que les instruments, les outils qu'on utilise dans le domaine de l'agriculture ont révolutionné l'agriculture, rendu le métier par certains côtés beaucoup moins pénible, et par d'autres côtés, on peut argumenter, plus ennuyeux, plus déconnecté, ça dépend des points de vue, mais on peut argumenter effectivement que c'est arrivé avec le bon et le mauvais, et que c'est notre boulot que de canaliser ça et de l'accompagner. Tout à l'heure, vous parliez de Twitter. Vous aviez fait la comparaison avec Twitter en disant on a le droit de discuter un peu, on n'est pas sur Twitter. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous penserez d'un gouvernement qui dirait allez les gars, on arrête Twitter, interdiction? Parce que bon sang, on a marre d'avoir des flots de haine dépensés chaque jour sur Twitter. Vous pensez qu'il n'arrivera pas au gouvernement qui dira à partir de maintenant l'usage de Twitter est interdit en France? Compliqué. En revanche, si on arrive à encadrer la haine qui se déverse sur les réseaux sociaux, à automatiquement empêcher le cyberharcèlement, le cyberinsulte et tout ça, là, ça sera un vrai progrès. À titre personnel, pour tout ce qui relève de, à titre personnel, j'essaye d'éviter tout ce qui va
C'est pas, par exemple, pas de correcteur orthographique parce que j'aime bien garder la diligence par moi-même. Pas d'aide à la rédaction de discours ou de choses comme ça. En revanche, je passe un temps considérable à fouiller l'Internet et aller de proche en proche et à regarder ce que les algorithmes, par exemple, de suggestion proposent pour aller de telle page à telle page. Je crois que c'est à chacun de trouver ses routines qui nous permettent de garder les savoir-faire qu'on veut garder par nous-mêmes et de déléguer ce qu'on a envie de déléguer. Les gros bouquins de mathématiques que j'ai pu écrire avec plaisir et dont je suis fier dans ma carrière de mathématicien, d'abord, je les ai écrits intégralement en commençant par le faire à la main, sur papier, avant de passer à la version tapée, puis de la recorriger, recorriger, et ainsi de suite. Je les aurais jamais réalisés s'il n'y avait pas eu les outils Internet pour permettre de fouiller les énormes bases de données d'articles. Il y a un mélange, je crois que c'est à chacun de le trouver. De choses qu'on fait de façon traditionnelle et de choses qu'on fait avec le soutien de la technologie. On passe à la guerre froide. La guerre froide, aujourd'hui, tension entre États-Unis et Chine, considérable. Tension économique, tension sur les accusations d'espionnage. Et puis, une vraie question, parce que la vérité, c'est que la croissance, la montée en pertinence et en gamme technologique de la Chine ces dernières années, c'est quelque chose que personne n'avait prédit. De toute façon, la Chine, c'est le pays qui défie toutes les prédictions. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, il y avait un bouquin qui paraissait, la Chine, le pays qui a échoué. Tout le monde disait, à partir du redémarrage communiste, c'est un pays qui ne peut pas fonctionner, qui va forcément s'écrouler. Oui, l'économie décolle ensuite, dans les 70, 80, mais ça ne va pas durer. Puis ça a continué, les années 90, 2000, 2010, et à chaque fois, ça continue. Et on voit, il y a quelques années, la plupart d'entre nous ne connaissions même pas Huawei. Et maintenant, on dit que c'est l'opérateur téléphone haut de gamme partout en pointe, et même, on se demande si c'est pas lui qui va équiper en 5G le monde, et il y a tout ce combat des Nokia et Ericsson qu'on dirait nous aussi on n'est pas si mauvais que ça finalement, c'est pas que la Chine qui s'est câblée et tout ça. Quand même, c'est juste phénoménal. Quand ont commencé à arriver les gigantesques conglomérats économiques américains, les Google et tout ça, on s'est dit c'est incroyable, pourquoi on n'y arrive pas nous? Et on a vu avec stupéfaction que le seul pays qui arrivait à se placer sur ce créneau des giga entreprises tech, c'était la Chine. Avec un mélange de protectionnisme, de capitalisme, de dirigisme, quelque chose de complètement particulier, singulier, sui generis, et qui est arrivé à ce développement juste inouï. On a des mois, sur n'importe quel projet scientifique, et même de long terme, de très long terme que vous pouvez imaginer, vous pouvez être sûr qu'en Chine, c'est en cours de développement. Le grand projet de cyclotron, la recherche nucléaire, les accélérateurs, les grands projets de conquête spatiale, tout ce que vous pouvez imaginer en ce moment, c'est en développement quelque part en Chine. Et développement en IA avec des sommes sur la table qui sont telles que même les Américains déclarent forfait par rapport à maintenir le rythme. Évidemment, le poids de la concentration sur une population aussi gigantesque. Il y a quelque temps, dans le cadre du plan d'intelligence artificielle, France a annoncé, voilà, on va dépenser telle somme, milliard et demi sur quelques années, et puis des collectivités locales à rajouter millions par-ci, millions par-là. Et puis la Chine a calmé tout le monde le jour où Tianjin a annoncé, voilà, nous on va investir 10 milliards sur l'intelligence artificielle. Juste la ville de Tianjin. Bon. On voit ici qu'il y a une volonté de monter en puissance et une réalisation qui sont juste incroyables. Et évidemment, un leadership américain qui est contesté, et ça se passe jamais bien quand il y a un leadership économique qui est contesté. Maintenant,
Maintenant, le monde ne se résume pas à États-Unis et Chine, même si sur ce sujet c'est vraiment ça le grand affrontement. Il y a aussi d'autres pays qui, en matière de souveraineté et développement technologique, sont très très en pointe. Et la Russie, bien sûr, vous mentionniez, fait partie de ces pays extrêmement forts en cybersécurité, cyberattaque et tout ce qu'on veut, avec aussi des développements de réseaux sociaux et d'outils qui concurrencent ceux de l'Occident ou ceux de la Chine, même s'ils ne sont pas au même niveau de capitalisation. Et bien sûr, ça fera partie de l'équation globale. Il y a quelques jours, j'étais en discussion avec un responsable du programme de développement et d'amélioration de Moscou, partenariat avec Yandex. C'est impressionnant la façon dont Moscou s'est rénové de façon très énergique, avec aussi une partie de fonds très forts de gestion de données et d'IA qui va avec. Dans quelle direction on va, personne ne sait, mais c'est ma conviction et la conviction de plein de monde, non, que si on y va, il faut le faire de façon multipolaire, sans juste faire démissionner l'Europe et laisser le champ libre à la domination mondiale par la Chine, par les États-Unis, par la Russie. Comme pour le nucléaire, comme pour la bombe. On reparlera de la bombe juste après, si vous voulez. Alors, continuons sur les questions qui ont déjà été posées. Grothendieck est revenu avec votre question. J'en profite pour faire un petit placement de produit. Dans une bande dessinée que j'ai réalisée avec le dessinateur Edmond Baudouin, Grothendieck, qui s'appelle Balade pour un bébé robot. Grothendieck est l'un des personnages qui s'invite dans la discussion. C'est un roman de science-fiction un peu barré, dans un futur très lointain, avec des robots qui ont été créés à distance par l'humanité, etc., etc. Et Grothendieck fait partie des figures inspirantes de l'humanité que les robots redécouvrent. Et alors, la question était comment articuler les choix politiques dépendant pas mal de temps court avec la réflexion sur le temps long. Vraie question. Et d'ailleurs, le pays au monde qui prend les décisions sur le temps le plus long, c'est certainement la Chine, qui sait qu'elle a une stabilité considérable. La Russie aussi, qui sait qu'elle a une grande stabilité, tout ce qu'on veut. On n'a pas de temps long. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça suffit. Déconnectez-le. Attendez, on n'est pas là pour se faire engueuler, comme disait l'autre dans la chanson. On est là pour discuter sereinement. Je suis en train de vous dire que les décisions politiques chinoises se prennent sur le temps long. On a besoin, et qu'on a besoin, je vous rejoins certainement en cela, de réflexion qui se fait davantage sur le temps long. La question très précise que vous posez, monsieur, c'était comment le politique peut accommoder les échéances électorales de court terme avec les décisions de long terme. La question est d'autant plus aiguë qu'avec la multiplicité des niveaux d'élection maintenant, on a des calendriers électoraux qui globalement sont très serrés. Les nationales, les municipales, les européennes, etc., etc. Quand vous êtes au niveau européen, pire parce qu'il y a des élections nationales sans arrêt, et qu'à chaque fois, sur n'importe quel sujet, la question européenne peut se retrouver piégée d'une réélection dans un pays. Ah, là c'est les élections allemandes, on ne peut pas traiter ces questions. Après, oui, non, mais attention, là, maintenant il y a les élections françaises, on est obligé de remiser, et ainsi de suite. Ce qui est un argument justement pour dire qu'il faut doter d'un système politique européen plus fort et stable, moins dépendant des questions politiques nationales, moins dépendant de cette avalanche d'élections. Pour l'instant, on ne sait pas bien gérer l'articulation entre le temps court et le temps long, incontestablement. Il y a encore quelques jours, j'étais sur un débat avec Marcel Gaucher et Emmanuel Duez, et une suggestion qui était sur la table, c'était une institution spécifiquement consacrée à la mise en place du temps long,
ministère du temps long, chambre du temps long, quelqu'un comme Dominique Bourg a argumenté pour la mise en place d'une troisième chambre aux côtés des deux chambres du Parlement qui soit spécifiquement consacrée au temps long et qui soit constituée en gros de 1/3 de scientifiques, 1/3 d'associations, corps intermédiaires, 1/3 de citoyens tirés au sort. Et chargé pour chaque loi de dire est-ce que ça sert les intérêts de l'humanité au temps long, est-ce que ça va dans le sens de la durée écologique et tout ça, dans le sens du bien écologique et tout ça. Honnêtement, je ne sais pas encore quelle est la bonne solution à mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on va installer, qu'est-ce qu'on va trouver. Et de façon générale, c'est pas un scoop. Une démocratie, c'est un outil qui est dur à manœuvrer sur le temps long. C'est pas un scoop. Et on va faire avec parce que on n'a pas spécialement envie de s'installer dans un régime totalitaire qui va décider pour nous quelles sont les bonnes orientations de temps long. Ça veut dire que c'est des questions qu'il faut porter en débat sans arrêt et sans désespérer. Vous avez vu les résultats des dernières élections européennes. Le premier fait majeur notable, c'est que la participation était en hausse. Pour la première fois depuis 20 ans. Pendant des années, on a dit les élections européennes n'intéressent pas, on n'y arrive pas, et puis là, hop. L'intérêt pour l'Europe a remonté, personne ne l'avait prédit, on s'en est rendu compte le jour du scrutin. Le vote écologiste était en hausse, nettement plus que ce qui était annoncé. À mon avis, l'action de Greta Thunberg elle-même a joué un rôle important, mobilisation des jeunes a joué un rôle important. On a vu que les jeunes ont voté plus que l'accoutumée dans ces élections. Comme s'ils étaient en train de s'approprier l'outil démocratique. Et des fois, il y a ces mouvements collectifs dans nos consciences qui se mettent en place, qui mûrissent, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi ça mûrit à tel moment plutôt qu'à tel autre. Et ça, pour moi, c'est une vraie raison d'espérer. Alors, la question des... Voilà, on a parlé déjà des robots qui piquent les emplois. Personne ne sait vraiment comment ça va se passer, le jeu entre les humains et les robots pour les emplois. Personne ne sait vraiment. Il y a des tas de prédictions, des rapports qui vous disent que ça va détruire tant d'emplois, d'autres qui vous disent que ça va pousser tant d'emplois. En vrai, personne ne sait. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est d'expérimenter, observer, accompagner. J'ai plaidé pour la mise en place d'un observatoire et lieu d'expérimentation, centre d'expérimentation pour les métiers, à échelle européenne aussi, documentant les bonnes pratiques, voyant qu'est-ce qui fait que l'expérience ne fonctionne pas. À la fin des fins, ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait son emploi dans la dignité et pas dans la pénibilité. Et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Que peut l'IA face à l'augmentation exponentielle de la population? À mon avis, rien. La population, la démographie, c'est parmi les choses les plus complexes à maîtriser. Il y a un exemple d'un pays qui a réussi à réfléchir sa propre démographie, c'est la Chine. Il a fait de façon très autoritaire. Même si on voulait faire comme de façon aussi autoritaire dans le reste du monde, ça ne fonctionnerait juste pas. Ça serait des révolutions, ça serait des renversements et tout ça. Et donc la démographie, c'est parmi les choses les plus prédictives, je dirais. On voit les courbes, on les extrapole, on sait que ça sera comme ça, avec une croissance en cours en Afrique qui est juste inouïe. Et ça fait partie, bien sûr, des facteurs de tension pour les ressources, pour l'usage. Pas que, bien sûr, parce que c'est très très inégal la façon dont on exploite la planète. En Amérique, en France, au Ghana, l'empreinte carbone d'un citoyen est très différente. Et bien sûr, c'est l'ensemble de ces phénomènes, aucune solution simple. On sait que l'éducation est le remède à tout, mais c'est long. On n'éduque pas
Et on ne change pas les cultures comme ça, et c'est bien plus lent de changer les cultures que de changer les technologies. Et chaque fois qu'on croit que la technologie donne une méthode miracle pour éduquer, on déchante peu de temps après. Il est plus facile de casser un atome qu'un préjugé, on attribue ça à Einstein, et ça doit bien nous rappeler les questions culturelles, les questions de comportement, et les facteurs, tout ce qui influe sur la démographie, ce n'est pas des choses qu'on peut bousculer avec la technologie. Et ça, c'est aussi pour la question sur comment répondre au fait qu'actuellement on est sur une trajectoire non soutenable par rapport à l'exploitation de la Terre. L'IA va nous aider à optimiser, à prendre les choses de façon plus sobre, être plus efficace dans la consommation d'énergie et tout ça, mais bien sûr qu'en soi tout seul, ça ne pourra pas résoudre le truc. Ça devra aussi passer par des changements de comportement, de priorité et tout ce qu'on peut. Il y a la dernière question sur la définition de souveraineté. Souveraineté, c'est plusieurs choses à la fois. Ah non, il y a encore plein d'autres choses. Souveraineté, c'est plusieurs choses à la fois, mais c'est tout ce qui est rester en maîtrise. Alors, ça ne veut pas dire dominer les autres, ça veut dire éviter qu'on se fasse imposer des choses. Éviter que la technologie nous prenne des choses qu'on veut garder. Éviter qu'on soit obligé d'avoir recours à une technologie coréenne, américaine ou qui sait quoi, alors qu'on ne veut pas forcément. Garder la maîtrise. Est-ce que les algorithmes seront auditables? Oui. De toute façon, pour auditer des humains, il y aura des contrôles qualité, des contrôles sur les principes des algorithmes, et on vérifiera en particulier que les bases de données qui ont été utilisées pour les algorithmes ne sont pas biaisées ou pas trop, que les principes qui ont été utilisés, soit pour fabriquer l'algorithme, soit pour l'utiliser, ne sont pas délirants. On aura des comités éthiques ici et là, il y en a en France qui va se mettre en place, aujourd'hui incubé par le comité consultatif national éthique, déjà existant, et ils auront pour mission de dire ce qui est acceptable, ce qui n'est pas. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des réseaux sociaux à la chinoise, avec des notes, des voisinages et des scores sociabilité. Évidemment, des questions qui dépendent beaucoup des rapports culturels, de la façon dont on considère les liens entre personnes, entre voisins. Et le comité éthique s'inscrira aussi là-dedans parce que l'éthique dépend de la société. Oui, mais c'est bien de ça que je dis. C'est à partir de ces scores sociaux, mais le gouvernement se base sur les notes attribuées par la société entière. Notes de voisinage, notes par entreprise, etc., etc. Le gouvernement chinois a été aussi très efficace pour mettre en place des processus de sécurité liés à l'IA. Alors, pour l'instant, on est un peu dans l'autre extrême. Notre problème, par exemple, sur les questions sur les questions de sécurité, j'ai beaucoup de questions. Le problème en Europe, c'est pas est-ce qu'on va pas se réveiller avec un truc qui va nous complètement nous piéger. Le problème en Europe, c'est arriver à réaliser des expériences. Mais attendez, si vous croyez qu'un gouvernement ici en France va commencer à mettre en place un contrôle de minorité, imaginez la révolution que ça serait. Des minorités de la population, c'est ça la Smart City. Attendez, on est député à l'Assemblée nationale, chaque fois qu'il y a un doute sur quelque chose ou quelque chose, on se le prend en pleine figure dans les questions au gouvernement, dans les innombrables emails qui nous sont adressés par les citoyens. Ça, c'est un système démocratique, un système où quelque chose qui soulève de l'émoi est aussitôt relayé aux politiques. Et vous dites comment on va empêcher ces choses-là de se mettre en place? Simplement, ça fait partie du boulot de la démocratie
avec toutes ces institutions. Et c'est quelque chose qui se traduit dans les comportements et dans la culture. C'est pas un truc technologique qu'on va mettre pour se brider. C'est nous-mêmes qui sommes chargés de brider la machine quand elle s'affole. Et pour l'instant, il faut être très clair, en matière de technologie, on est en France sur un bridage trop élevé pour bien des applications. Sur les questions médicales, il suffit de discuter avec les gens qui mettent en place des expériences sur des cohortes avec traitement statistique de données pour voir le chemin de croix que c'est que de réunir toutes les autorisations, d'aligner tous les feux verts, de faire tous les dossiers. On a plutôt trop de mécanismes de régulation aujourd'hui que pas assez. Et il y a un équilibre à trouver. Sur les questions de reconnaissance, on aura le débat, bien sûr, à un moment. La surveillance, la vidéosurveillance et des choses comme ça. Quand vous voyez sur des cas d'attentat, la vidéosurveillance qui vous permet de retrouver en quelques heures la personne qui a posé la bombe, vous dites attention, c'est pas quelque chose qu'il faut juste balayer d'un revers de main en disant que ça nous opprime. C'est peut-être quelque chose qu'il faut accompagner en mettant les bons garde-fous, mais en se gardant les possibilités d'usage. Bien sûr qu'il faudra mettre ces débats sur la table. Et la question à laquelle je ne répondrai pas, c'est celle sur les araignées. En revanche, comment la mathématique peut aider pour le climat, là c'est assez clair. D'abord, les climats sont des modèles mathématico, physico, météorologiques de complexité extrême. Sans simulation informatique, aucune prédiction climatique. Le GIEC fait un usage considérable de modèles mathématiques. Et d'ailleurs, a péché par le passé dans le manque de place accordée aux statisticiens dans ces analyses. Également, pour tout ce qui est contrôle et sobriété, on a besoin de modèles mathématiques. Je vous parlais tout à l'heure de ces applications de chauffage par géothermie. Très vertueux écologiquement. Ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas les bons algorithmes pour distribuer la chaleur et la répartir là où il faut en fonction des besoins, des horaires et ainsi de suite. C'est là que va se nicher l'essentiel de la contribution mathématique au climat. D'un côté, les outils d'analyse et de prédiction, de l'autre côté, les outils d'optimisation. On a parlé contre la population, les déserts médicaux. Sujet considérable. Olivier en parlera mieux que moi. C'est un sujet, pas ce soir, parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire. Mais oui, l'un des enjeux, très clairement, c'est de permettre la réalisation des diagnostics simples, le tout venant de façon automatique, rapide, et de laisser les médecins se concentrer sur les cas complexes, sur les cas où il y a besoin d'un accompagnement humain important. Le système médical, c'est des humains qui soignent des humains. Il faut garder ça en tête. Avec les meilleurs outils possibles. Aujourd'hui, nous avons une pénurie de ressources humaines, parce qu'il y a les questions de l'implantation des médecins, la question des horaires des médecins, la question de l'administration qui mange le quotidien des médecins aussi, comme beaucoup d'autres professions. Et on a besoin de trouver comment aller plus vite, plus efficacement, sans perte de qualité de soins. Et bien sûr, l'algorithmique sera l'un des éléments des solutions. Il y a des endroits qui sont des déserts, des archi-déserts médicaux dans lesquels l'algorithmique joue un rôle important. Des expériences qui ont été menées depuis des années en Inde, où l'utilisation d'algorithmes à partir de photos permet de faire du diagnostic dans des situations où il n'y a aucun médecin compétent à la ronde. Alors il y a la dernière proposition politique sur la taxe à carbone sur l'électricité quand ça provient de pays qui utilisent du charbon, des clouds. La question
D'abord, c'est une proposition qui fait sens, qui, bon sang, va être difficile à négocier, qui illustre bien toute la complexité de notre économie et de ses enjeux. Sur les enjeux climatiques, bien sûr qu'on est tous interconnectés. Si les États-Unis se mettent en tête de détruire le climat mondial, on ne voit pas trop comment nous, on va les empêcher. Et ça nous affectera nous aussi. Il est vrai que nous y contribuons moins que les Américains, certes, mais ce qui est vrai, c'est que nous ne tenons pas nos engagements de la COP21. Et nous avons à apprendre à être plus vertueux. Pour l'instant, le bilan d'émissions carbone post-COP21 est pas reluisant du tout pour la France. On a besoin d'être bien plus rigoureux par rapport à ça. On avait des débats encore là-dessus il y a quelques jours à l'Assemblée par rapport à la question de la rénovation des passoires thermiques, et il y en aura d'autres encore. Mais là où il y a une autre dose d'interdépendance qui se rajoute maintenant, c'est effectivement l'interdépendance électrique et l'interdépendance électronique. L'électricité, elle est connectée à travers toute l'Europe, l'électricité est produite en Allemagne, écoulée, utilisée en France, etc., etc. Et puis l'interdépendance de l'électronique, au sens où les données sont quelque part délocalisées, les opérations se font dans le cloud, et à la fin, on ne sait plus. Le carbone, on ne sait pas où il est émis. L'électricité, on ne sait pas où elle est produite. Le calcul informatique, on ne sait pas où il se fait. Bienvenue au XXIe siècle. Et c'est pas parce que c'est compliqué que c'est pas gérable. Et l'heure avançant, ça me donne un bel alibi pour ne pas être trop longue, parce que prendre la suite de Cédric, c'est toujours un peu délicat. Mais simplement te dire, sache Cédric, pour reprendre les conclusions de ton rapport, que dans notre métropole, nous expérimentons. À Grenoble, c'est connu pour être une terre d'innovation sociale, technologique, politique, ne serait-ce collectif. Cet après-midi, sur l'innovation technologique, tu as vu le nombre de brevets qui sont déposés par centaines à Grenoble. À Grenoble, nous partageons. Évidemment, et je retiens le lien entre sciences et politique que tu as fait qui m'intéresse tout particulièrement parce que le lieu initial du rendez-vous de ce soir, c'était à la CASMAT, un centre de culture technologique, industrielle et innovation, et économique, pardon, innovation. Et c'est un lieu qui a été brûlé par obscurantisme, pour lutter contre le développement technologique, et on voulait te recevoir dans ce lieu hautement symbolique qui vient à peine de réouvrir et qui n'est pas encore complètement rénové. Pour te dire aussi que nous avons besoin de la science en politique pour lutter contre l'obscurantisme, mais enfin te dire aussi qu'à Grenoble, d'une certaine façon, nous tentons déjà de conserver une forme de souveraineté. Une souveraineté technologique, certes, par le milieu que tu connais très bien que nous avons à Grenoble, mais aussi dans la création d'emplois que nous avons eu jusqu'à maintenant, que nous devons affirmer. Et j'ose espérer, et je finirai sur une note d'optimisme, parce que je suis optimiste, je crois que les circonstances écologiques et la difficulté, l'affrontement que nous avons avec la réalité de la situation écologique va être transformé, est en train d'être transformé par la science, parce que je crois fortement dans la capacité à la science de réinventer l'humanité et sa propre façon de vivre. Donc nous comptons sur toi, nous comptons sur notre synergie collective, même si on n'est pas scientifique, pour avancer et porter de façon démocratique, mais aussi ambitieuse et optimiste, peut-être à Grenoble aussi, une sobriété qui pourrait être aussi tout à fait opportune dans les prochains développements municipaux qui arrivent à la fois pour Paris et à la fois pour Grenoble. Merci.